Bonsoir à tous. Alors, bonsoir. Je vous propose que nous commencions maintenant parce qu'on commence déjà à manquer de chaises. On ne manque pas d'avocats et d'avocates. On ne manque pas d'avocats pour ce qui est de mes camarades qui m'entourent et d'avocates peut-être pour l'une d'entre elles. Vous direz quel type de pays. On va dire avocat. Très bien. On va dire avocat, dit François Cotta. Donc moi je suis ce que François Cotta dit. Très bien. Bonsoir et bienvenue à tous donc, au Musée du Barreau de Paris pour cette audition contradictoire autour de 2 livres et de 3 invités. Les 2 livres sont à mes pieds, mais ils méritent tout à l'heure d'être entre vos mains. Les livres de mémoire, on va dire comme ça, de souvenirs, de François Cotta, La robe noire, on en parlera dans un instant, et celui de notre confrère Thierry Ilouz, Même les monstres, à qui je donnerai la parole évidemment dans un instant, et ils sont là tous les deux, et à mes côtés aussi pour co-animer cette audition contradictoire, Françoise Equet, cette fois-ci membre du Conseil de l'Ordre, qui vient malgré un rhume, un bras cassé, et voilà, mais qui s'occupe notamment d'un certain nombre d'organisations liées aux femmes dans le milieu des avocats de la justice, notamment à l'UIA, et j'ai trouvé que c'était plutôt bien de l'avoir comme interlocutrice dans cette soirée pour en parler avec nous. Est-ce qu'on a besoin de représenter Françoise Cotta? En 2 mots peut-être, 2 mots très simples: avocat, pénaliste, fille d'avocat aussi. Son père a été un grand avocat pénaliste au barreau de Nice, je ne me trompe pas. Hein. Il a été maire de Nice, il a été beaucoup de choses. Et vous en parlez très bien et de façon très émouvante dans votre livre. Et puis du pénal, mais on va y revenir. Je pense que c'est un petit peu l'objet de notre conversation ce soir. Et puis notre confrère Thierry Ilouz, aussi un avocat auteur et écrivain, qui a déjà fait 4 livres, ça doit être le 5e, non? Je ne me trompe pas, dont un roman, un excellent roman, dont plusieurs, pardon, oui, mais un roman particulièrement qui, moi, m'a particulièrement marqué, effectivement, et plusieurs romans, et puis plusieurs cordes à son arc, voilà. Donc, des amis agréables, des confrères, en tout cas, sympathiques et qui méritaient largement qu'on leur consacre une soirée ce soir. Peut-être que le plus simple, c'est qu'on commence par poser la question la plus facile, qui est pourquoi avoir écrit un livre maintenant, même si je le pense avoir compris en lisant les pages et ce qui s'est passé, et pourquoi prendre la plume en quelque sorte Je réponds? Oui, moi, si vous voulez. Je n'avais pas du tout envie d'écrire un livre, je dois dire que je l'ai fait à reculons, en marche arrière, et je ne l'ai pas fait, contrairement à certains, pour léguer quelque chose. Je l'ai fait de façon extrêmement égoïste, je l'ai fait pour moi. Et je l'ai fait parce qu'à un moment donné, j'ai été extrêmement malade, que j'ai compris que j'allais peut-être disparaître définitivement, que les salles d'audience, ça devenait difficile, que les forces me manquaient. Et j'ai fait ça pour conjurer le sort. J'ai fait ça pour ne pas mourir, c'est tout. Je le dis, c'est très égoïste. Ça ferait beaucoup mieux de dire je l'ai fait pour les jeunes générations, je voulais laisser... Non, rien de tout ça. Franchement, rien de tout ça. Et je n'aime pas écrire parce que je n'aime pas que les choses soient fixées dans le marbre. La parole, c'est bien parce que la parole, elle s'envole un peu. L'écriture, c'est très désagréable. Je ne relis pas mon livre parce que je ne suis pas sûre de pouvoir aujourd'hui être certaine que j'écrirai la même chose. Ouais, je sais, j'ai lu que vous le dites à plusieurs reprises, qu'effectivement, vous ne seriez a priori contre le fait de figer dans le marbre ou dans l'écrit, et que c'est paradoxal pour un avocat d'écrire ses mémoires, en quelque sorte, de raconter les affaires. Pas forcément, il faut être très sûr de soi et très sûr d'être fixe dans sa pensée. Je dois être un peu ailleurs, si je change aussi facilement de pensée. C'est un problème. On verra. Moi, j'ai pas l'impression que vous changiez beaucoup de pensée au cours du livre. Et puis des 950 affaires d'assises. Oui. Comment on compte les affaires d'assises? Parce que je veux bien qu'on compte les premières, mais à 950. On compte plus. On compte plus, on est d'accord. Donc c'est un chiffre approximatif. Sans doute supérieur. Oui. Peut-être, mais pas sûr. Pas sûr. Très bien. Thierry Ilouz, pourquoi après les romans, d'un seul coup, même les monstres, c'est-à-dire un livre sur ce qu'est l'essence même du métier d'avocat, ce qu'est la défense, ce qu'est la défense pénale, ce qu'est la défense des démunis ou des monstres? Alors c'est... d'abord, effectivement, pour ne pas mourir, je crois que c'est de toute façon la raison pour laquelle on écrit, à mon sens, quelle qu'elle soit. Mais après, effectivement, c'est pour répondre. Pour moi, ce livre, c'était pour essayer de répondre aux questions qu'on me posait sans cesse. Parce que j'avais l'impression que le métier d'avocat, et en particulier la question du droit pénal, elle était vraiment incomprise, mais de manière
total, c'est-à-dire que ça paraissait un mystère pour tout le monde, cette idée d'aller défendre des gens qui ont commis des choses. Et que du coup, je me disais, bah, c'est quelque chose d'important d'aller raconter ça, essayer de s'expliquer, essayer de communiquer un peu quelque chose des petites choses qu'on a apprises à la barre, en fait. C'était un peu ça. Oui, alors moi, je dois dire, je suis avocat depuis un peu moins de 30 ans, je dois vous faire une confession, je n'avais jamais lu les livres de confrères. Je passe beaucoup de temps pour ma profession, depuis 3 ans avec le Conseil de l'Ordre, et les livres, la littérature, c'était quelque chose qui était tout sauf la profession. Donc c'est la première fois que je lis des livres de confrères. Et ça m'a passionnée, je dois dire. Alors peut-être c'était le bon moment pour moi-même de faire un retour sur ces presque 30 années qui sont passées, parce que finalement, ces livres nous interrogent aussi sur notre vocation. J'ai bien aimé une de vos phrases, notre vocation est-elle née de notre histoire familiale. On voit dans l'un et l'autre la place du père, de la famille. Également, moi je ne suis pas du tout pénaliste, puisque je m'occupe de risques industriels, donc ça n'a rien à voir. Mais j'ai quand même commencé pendant 6-7 ans dans un cabinet un petit peu généraliste, et je ne connais pas du tout les assises, mais le tribunal correctionnel, j'allais en prison. Je dirais que j'ai compris pourquoi je n'ai pas fait ce choix à la lecture de vos livres, parce que j'ai retrouvé dans la lecture du vôtre, je me suis vue prendre l'autobus pour aller dans ces prisons, entendre ces femmes qui parlaient d'une réalité qui était tout autre que celle que je connaissais. Je débarquais quand même de Saint-Germain-en-Laye, hein, c'est quand même un gap. J'ai retrouvé les odeurs, les bruits. J'ai ressenti une violence, d'ailleurs, dont vous ne parlez pas nécessairement, mais la violence des gardiens, que je trouvais finalement beaucoup plus forte que celle des personnes que j'allais voir. J'avais peur de rester enfermée, moi-même, ce qui est quand même paradoxal. Et je me sentais complètement démunie, c'est-à-dire que je ne me sentais pas à ma place. Alors j'étais peut-être jeune, évidemment, à l'époque, mais pas à ma place en tant qu'avocat. Et finalement, j'avais envie d'expliquer, de comprendre, d'être psychologue, d'être sociologue, d'aller chercher. Et je n'avais pas compris que cette compréhension aurait pu m'être utile pour défendre justement ces personnes. Et vos livres l'expliquent très bien, parce que l'un et l'autre, vous avez défendu des, entre guillemets, coupables ou des personnes... Oui, oui. Voilà. Pas entre guillemets du tout. Hein. Voilà. Pas entre guillemets. Non, non, pas entre guillemets. Mais je trouve que, par une espèce de symétrie, j'ai compris la manière dont vous exerciez votre métier. Et aussi, je me suis dit, on est quand même un peu, peut-être les dernières générations, un peu dinosaures, parce qu'il y a quand même la place de l'humain qui est importante, bien sûr au pénal, qu'il était partout auparavant quand même, parce qu'on avait un accès au juge, on avait une discussion, donc, qui se perd un peu. Donc je me dis, c'est un peu aussi des livres d'archéologie en quelque sorte, hein, ça sera intéressant. C'est intéressant à la fois pour un retour sur soi-même et pour des plus jeunes générations, de comprendre ce qui fait l'essence de notre métier. Un commentaire d'archéologue? Je crois que les raisons qui font que vous n'avez pas fait sont les mêmes que celles qui font que nous avons fait. C'est ça. C'est-à-dire, cette peur que vous avez peut-être eue de l'humain et de la complexité de la chose, c'est ce qui nous a fait aller. Donc on se ressemble beaucoup. Mais oui, finalement. Qu'est-ce que vous gardez de ces 35-36 années, je ne sais pas, combien de barreau, 36, je crois. 36 à peu près, hein, j'ai fait le compte. Oui. Que j'aurais bien aimé en avoir encore 36 autres. Oui. Voilà, ce que j'en garde. Donc, parce qu'il y a quand même une succession, il y a beaucoup de pères incestueux, il y a beaucoup de mères infanticides, il y a des pédophiles, il y a des violeurs, oui. Il y a des trafiquants de drogue, oui. Donc vous racontez l'évolution d'ailleurs au fur et à mesure, hein, la façon dont les plus jeunes deviennent aujourd'hui, passent dans une autre catégorie. Oui. Et on peut continuer pendant 36 ans. Mais encore. vous savez, il ne faut pas croire qu'ils m'ont fasciné. Hein. Je ne suis pas fascinée par la perversion, je ne suis pas fascinée par le viol, mais je suis extrêmement interpellée par le fait de voir jusqu'où l'esprit humain peut aller, jusqu'où l'homme peut aller, dans la déviance, dans le fait de passer au-delà. Et je crois qu'on aurait pu, avec Ilouz, écrire un livre en commun, parce que moi, je n'ai jamais rencontré... Il parle de monstres, et moi, je n'ai jamais rencontré de monstres. Je n'en ai jamais rencontré, donc on a la même expérience. D'avoir rencontré des humains. Vous voyez, même dans cette affaire atroce, qui est l'affaire Halimi, je n'ai pas rencontré de monstres. C'est-à-dire qu'il y a toujours un tout petit truc, une toute petite parcelle d'humain, qui à un moment donné clignote. Partout, toujours.
Là, je peux être totalement d'accord. Cette question-là, ce mot de monstre, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, j'ai essayé de répondre, c'est un mot qui vient tout le temps. C'est un mot qui est dans la presse, c'est un mot qui tourne autour de nous et autour du procès pénal. Et c'est une chose terrible parce qu'effectivement, plus on est au cœur du procès pénal, plus on sait que ce mot n'existe pas. Mais la question, c'est de savoir pourquoi on l'a forgé. Pourquoi on l'a forgé pour justement considérer qu'il y avait une espèce qui était inaccessible, une espèce qui est retranchée. Je crois que c'est parce que c'est rassurant. Voilà, le monstre n'est pas humain. Voilà. Donc nous ne faisons pas partie de cette catégorie. Il y a nous et les autres. Il est ce que je ne suis pas. Alors que moi j'ai toujours pensé que beaucoup de femmes pouvaient être des mères infanticides. J'en suis convaincue. Mais convaincue. Il y a cette proximité inouïe entre quelqu'un qui commet un acte et celui qui ne l'a pas commis. Il y a une proximité totale. C'est-à-dire que cette collectivité à laquelle nous appartenons, elle est certaine dans une cour d'assises ou dans un tribunal correctionnel. Vous décrivez un peu l'univers des cités, enfin une espèce de déterminisme aussi dans votre livre, d'une certaine manière. Alors, j'aime pas le mot déterminisme, mais je pense je pense qu'on est une époque qui refuse l'explication. Et moi, je pense que l'explication a du sens. C'est-à-dire que dans un procès, il y a quelque chose qui se situe en dehors du procès. Il y a l'histoire des gens. Il y a l'histoire d'un acte. Et l'histoire d'un acte, pour moi, c'est aussi ça. C'est aussi l'endroit d'où on vient, comment ça s'est produit. On peut pas, et je n'aime pas cette façon d'exonérer le monde dans l'enceinte d'un tribunal. Le tribunal, c'est le lieu où on juge quelqu'un, mais ce n'est pas un lieu où le monde est absent, où le lieu ne devrait pas être convoqué. C'est pour ça que je parle de la cité, non pas comme un déterminisme, mais un endroit où on peut comprendre quelque chose de ce qui se passe. Parce que moi, tout ce que je veux savoir, c'est pourquoi cette chose est arrivée. Comment cette chose est arrivée à quelqu'un, ou par quelqu'un. Donc, voilà, cette question de l'environnement, elle me paraît importante. L'explication, la sociologie, je ne veux pas que le tribunal soit un lieu anti-sociologique, par exemple. Que dire? Entièrement d'accord. Mais la question du déterminisme, c'est extrêmement important, parce que ce soit sur le problème de la cité ou que ce soit sur le problème de l'inceste, par exemple, c'est vrai mais c'est d'une banalité effrayante ce que je vais dire, mais on sait que les choses se produisent et on sait qu'il est extrêmement difficile en définitive d'extraire l'être humain de ce qu'il a vécu. Voilà, donc notre rôle c'est aussi d'expliquer ça. Mais ça n'est pas que d'expliquer ça. Non, ce n'est pas que d'expliquer ça. C'est ce que vous racontez très bien dans ses souvenirs et dans ses, non pas les 950, mais il y a beaucoup d'affaires quand même que vous racontez. Et parfois, il n'y a pas que le déterminisme à plaider. Non, bien sûr. Il y a parfois juste une étincelle de vie ou quelque chose. Absolument. Donc, qu'est-ce qui vous a poussé à choisir telle ou telle affaire pour en souvenir, entre guillemets comme... Très sincèrement, c'est plutôt eux qui m'ont choisi. Moi, je n'ai jamais eu de tabou. Vous voyez, personne pour moi n'est indéfendable, donc je n'ai jamais dit je ne peux pas le défendre. J'ai des préférences. C'est vrai qu'un homme d'affaires qui vient me demander de le défendre parce qu'il a licencié 3000 personnes, j'ai moins envie de le défendre qu'un père incestueux ou un homme violeur. Je le dis clairement. Parce que le problème de base m'intéresse beaucoup moins. C'est votre père qui vous a donné le goût du gros pénal. J'aime bien l'expression le gros pénal. Celui où on se met les mains dans le cambouis, comme on dit. Celui où on va au garde à vue, vous racontez, le livre s'ouvre sur le fait que vous plantez un rendez-vous, quelqu'un, je ne sais plus, il y a un moment très vite, on voit le client qui est obligé d'attendre 3-4 heures dans la salle d'attente parce que vous devez aller gérer une urgence, et puis il y a aller en maison d'arrêt, aller en détention en permanence. Oui, en permanence. Ouais. Je ne sais pas combien d'heures on a dû passer en détention, mais à mon avis, pas très loin des grosses peines, des grosses peines de prison. Oui, vous êtes... oui, je pense que j'ai donné. J'ai donné. Thierry ? Oui, sur cette question de... Oui. En dehors du déterminisme, par ailleurs. Aussi. Comment est-ce qu'on choisit ses clients au pénal ou ils vous choisissent? Non, effectivement, c'est plutôt eux qui nous choisissent, effectivement. Mais moi, je partage... Je dois dire quand même que moi, je suis extrêmement touché par le livre de Maître Cotin, parce que c'est incroyable à quel point, effectivement, quand on partage une expérience, quand on traverse quelque chose, on comprend, c'est par là qu'on arrive à comprendre. Et j'avais l'impression de retrouver les choses que je cherchais
également à dire, et d'entendre ça, cette question de la prison, la place qu'elle occupe dans nos vies quand on a fait beaucoup de pénal, c'est quelque chose de tellement central, de tellement fort, et c'est tellement une expérience personnelle, c'est pour ça que j'aime bien cette idée de dire que c'est aussi partager la peine, voilà, ce que je trouve, voilà, c'est vraiment quelque chose de... Oui, sur la question de la prison, quelque chose de très particulier. Moi, j'ai remarqué, je n'allais pas bien, j'étais fatiguée, j'allais en prison, j'étais en pleine forme. Je pense qu'un psychanalyste aurait quelque chose à en dire. C'est comme si, en définitive, on se nourrissait du malheur des autres, et puis on se prend pour des dieux, hein, faut bien le voir. On se prend pour des héros, on se prend pour des dieux, on sauve des vies. À un moment donné, on ne se sent plus. Il vaut mieux réatterrir un petit peu quand même. Mais moi, ce que j'observe, c'est que ce sont beaucoup les pénalistes quand même qui écrivent, qui ont la mémoire de leurs affaires et qui ont le besoin de les revivre d'une certaine manière, et avec toujours le sentiment parfois de ne pas avoir dit ou fait ce qu'il fallait. Vous conservez très longtemps la mémoire de tous vos dossiers. Oui, oui. Non, mais parce qu'il y a cette question centrale qui revient en permanence, qui est la question du maître ou de la maîtresse de maison, c'est mon cher maître, comment pouvez-vous défendre, etc. Et puis, donc je pense que le pénaliste, c'est le premier. Nous sommes des produits. Regardez, aujourd'hui, on parle de qui? On parle des pénalistes. Oui. Les radios, les télévisions nous mettent en avant. Le pénaliste est un produit. Donc c'est un petit peu normal aussi que ce soit eux qui écrivent, puisque c'est une réponse à une demande objective, presque à une demande économique. Quand vous voyez les pénalistes se répandre sur les chaînes de télévision, par exemple, ou se répandre sur BFM pour aller commenter des dossiers qu'ils ne connaissent pas, vous comprenez que le pénaliste est devenu un produit. Et ça, il faut quand même y réfléchir un petit peu. Il n'y a pas beaucoup de parties civiles dans votre livre. Non, je me trompe, hein? D'accord. C'est le reflet de votre clientèle. Écoutez, je ne dois pas. C'est un choix pour raconter l'histoire. C'est un peu un choix, mais une fois, il m'est arrivé une drôle de chose quand même. C'est-à-dire que j'ai été partie civile dans une affaire de viol et j'étais convaincue qu'elle n'avait pas été violée. Et bien, il a été acquitté. Alors, je ne dis pas que c'est moi qui ai été acquittée, mais je ne devais pas être très persuasive dans la catastrophe que représentait cette affaire pour la personne. Mais je peux être partie civile, c'est pas très gênant, mais je ne peux pas être procureur. Et pour les jeunes générations, il faudrait leur expliquer la différence qu'il y a entre une partie civile et un avocat général. Oui, j'aime bien ce que vous racontez sur les plus jeunes et les réticences importantes à défendre les pédophiles, les violeurs. Il y a un problème déontologique, à mon avis. Moi, j'ai vu de jeunes avocats, ou moins jeunes d'ailleurs, mais se comporter dans les salles d'audience d'une façon déplorable, indigne de la robe que nous portons, à mon avis. Ben parce qu'ils sont avocats d'une partie civile, donc ils sont en définitive la voix d'une plaignante, qui n'est que plaignante. Et ça, c'est valable pour tout le monde, parce que les magistrats font la même chose. Les magistrats vous parlent maintenant de victimes, tout le temps. Que la victime s'avance, ben à ce moment-là, c'est pas la peine de faire un procès. C'est-à-dire qu'il y a eu une espèce de lente déviance des mentalités en matière judiciaire que nous avons vécues tous, et qui me semble extrêmement dangereuse. Il y a surtout aussi une sorte de passion et de fortune contemporaine de la question de la victimité. Elle est partout. C'est une question qui est devenue centrale et que forcément elle a atteint l'enceinte des tribunaux de manière absolument violente et frontale. Et donc, à partir de ce moment-là, la victime devient l'enjeu du procès, alors que l'enjeu du procès, c'est absolument pas ça. Et je pense qu'il y a un rapport à la victime qui est extrêmement mal compris. Moi, effectivement, j'ai défendu très peu de victimes, j'étais très peu... Une victime n'est victime qu'après qu'il y a eu une décision de condamnation. Avant, elle n'est pas victime du tout. Alors même si c'est difficile à dire, elle n'est pas victime. Elle se plaint, elle est plaignante, et l'objet du procès, c'est d'en faire ou pas une victime. Mais là, cette question qui traverse tout le temps, elle est tellement puissante que les prévenus, parfois, essayent d'exciper d'un statut de victime, parce qu'ils savent très bien que c'est la seule considération possible de leur situation et de leur existence. Et qu'effectivement, ça devient une tragédie et un échec, que cette question de la victime soit devenue aussi forte et aussi... Et moi, j'ai vu dans des salles d'audience des bancs avec écrit « Pose place des victimes ouais, ». C'est pas la peine de juger si elle est déjà victime. Et les magistrats sont dans cette logique aujourd'hui, bien sûr. Parce que c'est une logique politique, en définitive. Ça ne vient pas des salles d'audience, ça vient de l'extérieur. Oui, c'est la question de l'opinion. Oui, vous parlez des... Si les faits sont reconnus, oui. Si les faits sont reconnus. Oui, bien sûr, mais s'ils ne sont pas... Non, mais ils sont majoritairement connus. Non, pas du tout.
Non, non. Pas Étienne, toujours, mais- non, mes amis, pas de dialogue pour l'instant, je vous laisserai. Étienne, je te laisserai la parole tout à l'heure. Ce qu'il y a bien, c'est quand un avocat général est devenu avocat, il se croit autorisé désormais à parler tout le temps. Donc, c'est dit très amicalement. Non, je voudrais d'abord, pardon qu'on reste, je te laisserai intervenir évidemment, Étienne. Est-ce que c'est relié avec les propos que vous avez sur les désillusions à propos de la justice d'aujourd'hui, Oui. non? Qui voudrait tout régler? Moi, je ne suis pas désillusionnée, je suis inquiète. Je suis extrêmement inquiète. Je pense que nous avons largement dépassé nous ne sommes plus, pour moi, dans une démocratie, et la justice s'en ressent. Tous les jours. Tous les jours. Parce que la justice, elle est quoi? Elle est le reflet de la rue. La justice contribue à ce qu'est la rue, mais c'est la rue quand même qui fait la justice. Et aujourd'hui, on est quand même dans une situation très particulière. Très, très particulière. Oui, mais je peux que partager ça. La question doxique, la question de l'opinion publique est devenue, elle a toujours été très présente, mais elle est devenue l'instrument de la justice. C'est-à-dire qu'on a renversé les choses. C'est-à-dire que l'opinion publique est présente, elle comparaît en permanence dans un procès pénal. Ce qui me paraît un scandale intellectuel, à mon sens. Là, vous vouliez que le monde et l'environnement entrent à l'intérieur de la salle d'audience, mais là, c'est carrément le procès qui se fait à l'extérieur de la salle d'audience. Oui. Dans les médias, Ça, oui. sur les réseaux sociaux. Oui, on le voit tous les jours. Mais quand je parlais tout à l'heure de ces avocats qui vont se répandre et devenir des consultants, c'est quand même, à mon avis, c'est quand même profondément contraire à notre serment de faire ça. Parce que la présomption d'innocence est balayée. Quand on vient vous dire que le Landais est coupable de je ne sais trop quoi avant même que le procès commence et qu'on ne connaît pas le procès, c'est absolument scandaleux sur le plan des principes. Complètement. Et donc, mais vous n'êtes pas venu, vous, à parler dans les affaires, vous étiez avocat, hein, à parler aux médias. Si je suis l'avocat, je peux parler, je sais de quoi je parle. Mais comment est-ce que je peux commenter un dossier que je ne Non, ce connais qui pas? m'intéresse, c'est quand vous en parlez très peu dans le livre. Vous racontez plutôt le cabinet, le parloir, Les affaires. Voilà, les affaires. Mais Les médias, il faut s'en servir. oui. Quand c'est utile, il faut s'en servir. Quand c'est inutile à la cause que l'on défend, il ne faut pas s'en servir. Vous voyez, par exemple, dans l'affaire Ilan Halimi, il y a eu un gros problème avec les médias. Et nous, avocats, nous avons communiqué là-dessus. Parce que, effectivement, le procès se déportait, parce que des avocats ont fait pression pour qu'un ministre fasse appel, et que là, il fallait communiquer dans les médias. Puis dans d'autres cas, il ne faut pas. Je ne sais, ça s'évalue sur le tas. Cas par cas. Oui, je pense. Ben, moi j'ai très peur de ça, hein, mais je crois que c'est présent quand même dans les médias. À ce moment où effectivement les médias essayent d'intervenir, on refuse. J'ai une expérience, moi je sais qu'on m'a demandé un jour de poser avec l'arme du crime devant moi dans une cour d'assises. Quelle bonne idée. Vous étiez dans le comment box, Thierry? Comment Vous étiez dans le box ou vous étiez à la défense? Voilà, non, j'étais dans le box d'une certaine manière, mais c'est vrai que cette seule question ça m'a tellement perturbé. Je me suis dit, mais pourquoi on me demande ça? Mais ça veut dire que cette dérive-là, on la sent très fort. C'est qu'un exemple, mais ça en dit long sur cette Vous question. savez, bon, il y a toujours eu une fascination pour les crimes. Auparavant, il y avait les exécutions publiques. Finalement, on revient, c'est une façon moderne de susciter ou d'entretenir l'attrait pour les crimes et les C'est monstres. vrai, bien sûr, bien sûr. Donc c'est avec des moyens nouveaux, mais l'intérêt est très ancien. C'est la mise en pâture Oui. sur les écrans de télévision. Oui. Alors le problème, c'est que les avocats, nous, c'est difficile de résister. Hein. Moi, je connais des avocats même très très connus qui ne peuvent pas résister à une caméra. Parce qu'il y a quand même dans notre profession aussi une dose d'ego, notamment chez les pénalistes, ça existe. Un petit peu. Tiens. Et chez Pénaliste, pour revenir un peu en arrière, quand vous racontez, je trouve très fin la façon dont vous racontez votre arrivée comme femme Oui. au barreau, parce que les choses semblent un peu plus évidentes aujourd'hui. Oui, il y avait très peu de Mais femmes à elles ne le sont l'époque. pas. Oui. Il y avait peu de femmes à l'époque. Mais en même temps, je vais vous dire, moi, je refuse d'en faire un problème Oui, à je sais. titre personnel. Je vous ai lu. Hein, Mais je sais. en plus, je vais vous dire pourquoi. Parce que je pense que les femmes sont supérieures aux hommes. Donc c'est pas la peine d'en faire un plat. Nous sommes supérieurs aux hommes. Et dans la vie et dans la profession. C'est mon avis en tout cas. Et ça n'est pas une provocation de ma part lorsque je dis cela, j'en suis convaincue. En quoi dans la profession, dans la vie, j'en doute Dans la pas, mais, profession, d'abord je pense qu'il y a des paradoxes qui font qu'il est intéressant pour certains hommes d'être défendus par des femmes. Parce que dans l'imaginaire collectif, c'est un problème. Comment ça se fait? Est-ce qu'il peut être vraiment un sale violeur si une femme le défend? Bon, ça c'est un truc intéressant.
Mais Ouais. je crois aussi que nous avons une empathie différente, une sensibilité différente, et qu'il ne faut surtout pas, quand on est avocat femme, essayer de singer les hommes. Les grosses voix et le zizi en avant, c'est pas pour nous, il ne faut pas essayer. Il faut rester dans ce que nous sommes, des femmes, avec la capacité de, je disais tout à l'heure, d'empathie que nous avons, et que n'ont pas les hommes. Je pense qu'ils ne l'ont pas, en règle générale. Sauf toi. Ah, merci. Mais j'ai pas l'impression que vous avez plaidé qu'avec l'empathie, non? Non, mais je pense que la compréhension d'une femme de certaines choses est différente. D'ailleurs, vous mettez un homme... Enfin, moi, j'ai été assez spécialisée, hein, c'est-à-dire que c'est vrai que le gros de mes affaires, c'est l'inceste, l'infanticide, le parricide, le viol. Donc, c'est quand même très connoté, c'est très particulier. Dans ces affaires-là, je suis convaincue qu'une femme appréhende les choses différemment d'un homme et mieux. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire qu'on vous a choisi comme avocat parce que vous êtes une avocate ou une femme dans les cas de Je viol? pense que ça a dû arriver. Ça a dû arriver. Et ils avaient raison. Ouais. À mon avis, ils avaient raison. Moi, j'ai vu des hommes plaider des affaires de mœurs et être très gênés de les plaider. Gênés, mal à l'aise. Ouais. Comme s'ils avaient l'impression qu'on les assimilait à ce qu'ils allaient plaider. C'est catastrophique. Ouais. Alors que moi, quand je plaide pour une mère infanticide, je ne suis pas gênée du tout. Ben, moi, je me sens jamais gêné. Hein. Je me sens jamais gêné de défendre ce que j'ai à défendre. Mais je trouve ça intéressant. C'est vrai que chacun défend avec ce qu'il est. C'est vrai qu'il y a des sensibilités, ça, je suis convaincu de ça. D'ailleurs, c'est marrant parce que quand j'écris ce livre, et c'est exactement ce qui se passe dans le début du livre de Maître Cotta, c'est que... Appelle-moi Françoise. Ah, Françoise. Oui, depuis tout à l'heure, Maître Cotta, c'était un Maître peu Cotta, proche, c'est hein, on est ridicule. d'accord. Voilà. Et, Ouais, je n'aurais pas dit ridicule, mais voilà. C'était déjà... Voilà, alors je suis ravi. Et en fait, elle dit la même chose, c'est-à-dire, elle dit, on ne peut pas parler de ce métier si on ne parle pas un peu de son histoire. Et ça, c'est pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, c'est que on défend avec ce qu'on est, avec ce qu'on a, avec ce qui nous est arrivé aussi. Être une femme, être un homme, venir de là, avoir cette histoire familiale, ce regard-là, tout ce qu'on a dans la tête, c'est avec ça c'est ce qu'on amène dans un tribunal. Et effectivement, je pense que c'est important de dire qu'effectivement, une femme apporte quelque chose, forcément qu'un homme n'apporte pas, et réciproquement. Je crois vraiment qu'il y a quelque chose d'important, que chacun apporte sa pierre dans cette histoire de la Sauf que défense. moi, je pense qu'on apporte ce que nous sommes en tant que femmes et ce qu'apportent les hommes. Tu vois, moi, je suis plus... D'accord. Ah, ouais. Moi, j'ai parfois l'impression quand même d'apporter des choses de la féminité. Hein. Peut-être. Mais moi, J'espère. il me semble aussi, alors dans un tout autre domaine, mais le risque industriel, il n'y avait pas de femmes non plus il y a 30 ans, hein, pas du tout. Je crois que la question, elle se pose surtout pour les hommes ou pour ceux qui vous écoutent. Parce que quand vous faites votre métier, que vous êtes dedans, que vous êtes passionné, enfin vous défendez, pour moi en tout cas, la question ne se pose pas. Je fais mon métier. Je ne peux pas me dire, et si j'étais un homme, je ferais comment? Voilà, c'est une question que je ne me suis jamais vraiment posée dans mon travail. Si vous étiez garde des Sceaux, parce que je ne sais pas s'il faut le souhaiter, hein, Non, voilà. Je pense pas que ça va m'arriver. Hein. Qu'est-ce que vous prendriez comme première mesure ou comme suggestion? Si j'étais garde des Sceaux, je crois que je commencerai par essayer de remettre les choses en ordre sur le plan de la philosophie judiciaire. J'essaierai de me consacrer à l'indépendance des magistrats, j'essaierai de les réveiller un peu, parce que moi je suis angoissée aujourd'hui, hein. Je pense que les magistrats ils ont un rôle considérable à jouer et qu'ils ne le jouent pas. Que c'est un pouvoir et qu'ils ne l'exercent pas, et que dans les dérives que nous sommes en train de vivre, les magistrats ont une importance considérable. Donc j'essaierai de travailler en ce sens. Je reprendrai complètement la question de la formation professionnelle des avocats, parce que je pense qu'elle est d'une pauvreté affligeante. Et je ferai sûrement de la pratique, mais je ferai beaucoup de théorie, je crois. Thierry? Voilà, j'aime vraiment pas être garde des Sceaux parce que Non mais on se passe notre temps à se plaindre des gardes des Sceaux. Donc je pose la question, confrère, voilà. Je reprendrai à mon compte la phrase que je cite de Victor Hugo, il faut refaire tout. Tout est à refaire. C'est-à-dire que déjà, la prison, ce qu'est la prison aujourd'hui comme garde des Sceaux, enfin je m'appliquerai déjà au moins
à ce premier problème qui est catastrophique, c'est-à-dire cette surpopulation qui est insupportable, mais bien évidemment reprendre toutes les bases, c'est-à-dire le procès pénal. Pour moi, l'indépendance, ça m'apparaît quelque chose d'important, mais pas seulement l'indépendance verticale dont on parle toujours, c'est-à-dire celle entre le pouvoir et le... mais à l'intérieur, entre le parquet, la collusion entre le parquet et le siège, c'est quelque chose qui m'a toujours dérangé profondément, ça, je reprendrai ça, cette question-là, et donc tout est à refaire en fait, mais bon. Et dans vos livres, l'un et l'autre, il y a aussi la question de l'inadaptation de la prison et de la peine. Oui. Donc, qui n'est pas la solution, parce que vous parlez quand même beaucoup des problèmes psychologiques, des problèmes familiaux, de la maladie en prison. Moi, j'ai toujours pensé qu'on en est trop à la justice, et que la justice ne peut pas faire toute seule. C'est pour ça que si j'étais d'ailleurs garde des Sceaux, j'essaierais de travailler très étroitement avec le ministre de la Santé, le ministre du Travail, le ministre du Logement. Parce que sans tout ça, il n'y a rien qui est possible. On ne peut pas régler le problème en tant que justice. C'est toujours la même chose. Quand vous avez un homme qui est condamné à une peine importante, qui présente des troubles psychiatriques importants, et que vous savez qu'il va sortir à être SDF, qu'on m'explique comment il peut objectivement ne pas tomber dans une récidive inquiétante. Donc, ouais, la justice, on lui demande de tout régler, tout. Et elle ne peut pas tout régler. En tout cas, pas toute seule. Sur la question de la psychiatrie, il y a aussi il y a beaucoup de choses à dire sur la façon dont l'expert, au sens large du terme, l'expert psychiatrique est devenu une sorte d'étrange lien avec l'autorité judiciaire qui fait que on met des gens qui souffrent en prison, souffrent de troubles psychiatriques en prison. Il y a même dans le livre de Françoise quelqu'un qui dit... je crois que c'est en prison, quelqu'un qui dit on dirige un grand hôpital psychiatrique. Oui, en fait, c'est vraiment ça, avec tout ce que ça comprend de promiscuité, etc. Mais il y a aussi ce système qui fait qu'on a demandé à la science psychiatrique, qui devait être celle qui arrachait le sujet pénal à l'état pénal, c'est-à-dire au procès pénal, c'est celle qui, d'une certaine manière, l'a remis dans le procès pénal et en a fait, d'une certaine manière, l'esclave de ce procès pénal, en disant, par une forme de, je sais pas, de coopération, de rapport entre le savoir psychiatrique et le pouvoir judiciaire, une sorte de séduction qui fait qu'aujourd'hui, on est souvent dans une confusion qui fait que le problème psychologique des gens n'est pas traité par la justice, si ce n'est par l'idée que finalement, ils sont responsables de leurs actes et on en reste là. Mais le problème de la psychiatrie va plus loin, à mon avis, c'est que on est dans une société de non-tolérance, enfin, du risque zéro. Et c'est ça qui fait peur dans les salles d'audience. C'est que les gens veulent avoir des certitudes. La certitude que les choses sont réglées, la certitude qu'il n'y aura pas de récidive. Et ça, c'est un problème politique, parce qu'il a été posé politiquement dans la peur qu'a essayé d'influer à un moment donné le pouvoir politique, notamment sous Sarkozy, qui ne se faisait que parler justement de la récidive, de la maladie, du risque, etc. Et c'est là que la psychiatrie a pris toute son ampleur, dans le fait qu'elle n'est pas traitée. Il y a une question du procès pénal, on demande à un expert psychiatrique de se prononcer sur la récidive, c'est quelque chose qui est quand même impossible. Et sur la culpabilité. Sur la culpabilité et sur le risque de récidive. Et moi je sais que dans un procès, j'ai vu 2 experts se succéder. Le premier qui a dit sa pulsion sera éteinte dans 13 ans, ce qui voulait dire condamné à 13 ans. Voilà, ce qui est quand même... Je l'ai entendu là-bas. Et heureusement, un deuxième expert est venu dire « Je suis désolé, je ne suis pas Madame Soleil ». Et c'était une femme, effectivement, qui est venue dire « Je ne suis pas Madame Soleil, ne me demandez pas cela ». Et je crois que c'est vraiment... Tout était résumé dans dans une confrontation. Sauf que petit problème, c'est que les experts viennent de moins en moins dans les cours d'assises parce qu'ils ne sont pas payés et que tout le monde s'y fait. Les magistrats vous disent, c'est pas grave, on va passer où? Il y a le rapport. Et maintenant, on passe par outre. Et je pense que nous, avocats, nous devons exiger que les choses soient respectées, que les experts viennent, même si éventuellement c'est pour dire des choses avec lesquelles nous ne sommes pas d'accord. On ne peut pas petit à petit comme ça s'accommoder de ce glissement qui fait que l'expert ne vient plus, que le magistrat se prend pour Dieu, vous dit, je le remplacerai, moi je l'ai vu ça. Oui, vous racontez la résistance, entre guillemets, qui consiste à ne pas vouloir participer à un procès pénal quand le magistrat passe outre. Le président de la cour d'assises, au nom de son pouvoir discrétionnaire, décide en réalité de tordre le cou à la procédure. Oui. C'est de plus en plus fréquent, c'est de moins en moins fréquent. Non, je pense que ce n'est pas fréquent. Moi, j'ai connu une époque des grands présidents de cour d'assises, et j'ai même envie d'en nommer, parce qu'il y en a un que j'ai adoré qui s'appelait Corneloup, je le nomme, qui a été un grand président, mais il se prenait pour Dieu, vraiment. Vraiment.
Il se prenait pour Dieu, il disait « Ah, l'expert ne vient pas, c'est pas grave. T'en fais pas, je leur expliquerai au délibéré. Bon, le commissaire ne vient pas, c'est pas grave, je leur dirai. Le je ne sais trop quoi ne vient pas, c'est pas grave. C'était Dieu et les apôtres, ça va pas ça. À un moment donné, non, il est président de cour d'assises, il n'est pas au orchestre. Donc là, il faut dire stop. Vous voyez, il faut savoir dire stop à un moment donné. Et nous, avocats, nous devons résister là-dessus. Oui, mais se prendre pour Dieu, j'ai déjà vu ça souvent, effectivement. Et je crois que la question, c'est aussi le pouvoir. C'est la question du pouvoir. Quand on est... Bon, ça a un petit peu changé, mais moi, je sais, quand j'ai commencé, le juge d'instruction était tellement puissant tout seul que vraiment, c'était proche de Dieu. C'est-à-dire ce pouvoir absolu de décider de tout. C'est quand même quelque chose qui n'est pas normal. Il n'y avait pas de contre-pouvoir, il n'y avait pas de façon de s'en protéger, ce qui est quand même, voilà, ça c'est vraiment à réfléchir. Là, nous sommes un peu un contre-pouvoir. Vous êtes toujours là pour ça, mais... Alors aujourd'hui, c'est très remis en question, parce que quand on voit le fonctionnement du nouveau palais de justice, le contre-pouvoir, je ne sais pas comment il va pouvoir monter dans les étages. Hein. Oui. Et même au rez-de-chaussée, il n'a pas sa place. Alors, ça, il faut en parler quand même. Mais vous voyez, moi, vous m'avez dit tout à l'heure que j'étais désillusionnée. Je ne suis pas désillusionnée. Vous utilisez un peu le terme de désillusion à un moment. Non, mais je pense qu'il faut dire les choses. Aujourd'hui, ça va très mal. Vous voyez, on est dans le musée, là, dans le musée de la pensée et de l'histoire de notre profession. Là-bas, il y a la résistance ou la non-résistance des ordres professionnels et des avocats au moment des lois anti-juives. Ouais. Les avocats n'ont pas bougé. Du tout. Bon, les ordres encore moins. Alors, de la part des ordres, je veux bien, mais de la part des avocats, c'est plus inquiétant. Et moi, je me dis, il faudrait peut-être y penser pour le futur. Et il faudrait que les avocats aujourd'hui comprennent qu'ils ont un vrai pouvoir s'ils le prennent, mais qu'ils ne le prennent pas toujours. Et c'est ça, pour moi, c'est la vraie question de la profession. Je trouve que les avocats ne parlent pas assez du fond de ces questions-là. Ils ne s'en emparent pas assez sur la tribune sociale, en fait, en quelque sorte. Et je crois que ça, c'est non, mais les avocats, ils sont un pouvoir. Ils pourraient l'être. Ils le sont quand ils veulent prendre... Ils sont un pouvoir, mais il est vrai que l'ordre agit quand même et intervient. Il fait quand même du... Oui. Mais il faut dire, et surtout à Paris, que quand il y a des mots d'ordre de grève, il y a peu de confrères parisiens qui se déplacent, qui sortent de leur cabinet. Donc on est quand même aussi très individualiste. On a du mal à se mobiliser collectivement. Oui, mais c'est faisable. Oui, c'est possible. C'est faisable, mais c'est vrai que c'est difficile. Les mouvements de grève, c'est surtout sur la profession. La question, c'est que l'avocat sorte aussi de sa profession, de sa robe, quoi. C'est aussi ça l'enjeu. Avant de laisser la parole à nos amis et de vous questionner, il y a le rapport aux justiciables. Je pense que c'est les défendre tous, selon la maxime d'Alverno, en tout cas le titre d'un de ses livres, ou de son livre, le principal. Et les confrères, vous en parlez pas mal, je trouve, y compris par exemple Thierry Herzog, pas vraiment du même bord politique originellement que vous. Non. Voilà. Qui miaulait dans les audiences. Oui. Ça c'est maintenant, oui. Mais je ne sais pas ce que j'en dis d'ailleurs, je sais plus ce que ils ont du bien. Oui, du bien sympathique. Que vous auriez du mal à un moment qui vous propose, je ne sais plus, de vous associer ou j'en sais rien, et que vous dites que ça aurait été difficile de faire que vous soyez notre clientèle dans la salle d'attente. Oui, très difficile. Hein, je crois aussi, mais ça aurait été une expérience intéressante. Non. Je ne crois pas. Et les rapports avec les confrères? Bah, c'est le pire et le meilleur. Non, mais je pense qu'on a quand même, on se comprend quand même sur l'essentiel, surtout quand on pratique les mêmes matières, on se comprend. Il y a des choses que, voilà. Maintenant, je pense qu'effectivement, c'est vrai que c'est un peu chacun de son côté. J'aimerais bien qu'il y ait peut-être plus de liens, plus de croisements et plus de combats ensemble. Ça, j'aimerais bien, oui. Peut-être c'est ce qui me manque, mais sinon les confrères, je m'entends bien de manière générale avec eux. C'est quelque chose qu'effectivement, cette question de la pratique quotidienne, ça veut dire quelque chose, une pratique. Je crois que ça, sur ce terrain-là, on se comprend. Oui. Et l'évolution du barreau, par exemple à Paris, moi quand j'ai prêté serment il y a 26 ans, nous étions, je ne sais plus, 9000 je crois. Oui, c'est ça. Nous sommes 29 000 à peu près, non 29 500. 29 000 et quelques. Oui. 30 000, oui pardon, alors je sais plus, oui, ça va très vite, il y a des arrivées de... Presque 2000 tous les ans, alors, 1800. Paris, oui, je parle même pas de Bobigny, enfin pardon, des barreaux périphériques, où alors là on est unis de l'ensemble de la France, où on est bientôt près de 70 000 je pense, voilà. Donc vous voyez ça comment? Est-ce qu'il faut plus d'avocats? Est-ce qu'il faut moins d'avocats? J'en sais rien. Pas de réponse. Non, pas de réponse. Vous savez, moi j'ai évité dans ce livre d'être une donneuse de leçons ou une commentatrice de tout. Moi je suis avocat, je parle de mon boulot,
mais je ne suis pas là pour donner des idées sur tout, vous voyez, je ne suis pas Madame Soleil, et je n'ai pas les capacités de parler de tout. Donc moi, j'en sais rien, on est 30 000, on est 30 000. Vous voyez, j'ai pas d'avis sur la question. C'est vrai que c'est difficile de se prononcer sur ça. Moi, en revanche, pas d'expérience, j'ai commencé dans un barreau. Moi, j'ai quand même exercé beaucoup en province. Ce que je raconte essentiellement dans ce livre, c'était en province. J'ai commencé dans un barreau, on était 30. C'est quand même, ça paraît impensable. Et bon, aujourd'hui, ils doivent être, je sais pas, à 120 dans ce barreau. Mais c'est vrai que c'est pas exactement les mêmes rapports. C'est pas exactement le même rapport de corps. Parce qu'on était beaucoup plus proches, finalement. Quand on est 30, on était comme dans une classe. Et ça, voilà, de ce point de vue-là, c'est une expérience. Après, voilà, je suis assez d'accord avec Françoise. C'est-à-dire que comment savoir l'intérêt, c'est que les gens soient défendus. Ça, par contre, ce qui me trouble, c'est de voir comment les ordres, notamment à Paris, passent leur temps à se préoccuper de problèmes qui n'ont vraiment pas grand-chose à voir avec ce dont on parle ce soir. Vous voyez, les nouvelles technologies, l'argent, la gestion, la TVA, bon, c'est bien, c'est bien. Mais on traite les avocats aujourd'hui de la part de l'ordre comme une grande entreprise. On parle de possibilités de création d'entreprise, mais pas vraiment de ce qui nous fonde. En tout cas, les vieux comme nous. Alors, oui. Alors... C'est pas nécessairement une accusation. Hein, non. Alors, de mes 3 années là, à l'ordre, je termine là, cette année. Plus fort. Il y a une grande diversité de notre barreau, il est vrai. Les avocats d'affaires qui gagnent des fortunes, qui ne portent jamais la robe, ceux qui ont des difficultés financières très importantes qu'on voit en commission de conciliation, ceux qui plaident, ceux qui ne plaident pas. Ceux qui font du prud'homme, du JAF, il y a une très très grande diversité d'exercices, de conditions d'exercice, mais je dois dire que pour beaucoup, ils ne feraient pas un autre métier. Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup pour les jeunes, ils vont avoir 3-4 métiers dans leur vie, ils vont changer, etc. Et ce que j'observe pour les avocats, c'est que je ne sais pas ce qui les tient, mais en tout cas, ils restent avocats, profondément avocats, profondément attachés à la profession. Ensuite, moi je suis aussi, j'ai comme toi presque 30 ans de barreau, donc la jeune génération est tout autre, puisque ce qu'ils ont dans la tête, c'est créer des start-up, c'est avoir des métiers tout autres que le métier d'avocat, enfin, tel que vous l'avez vécu. Tel qu'on l'a appris. C'est tout autre chose. Enfin, c'est plus pour moi le métier d'avocat, ça c'est sûr. C'est plus du tout la même chose. Mais il y a une demande quand même de formation qui vient aussi des jeunes, de création d'entreprises, de numérique. Il y a aussi une obligation aujourd'hui d'être en contact avec des clients d'une manière différente, une obligation d'avoir un site internet, une obligation d'être un peu sur les réseaux sociaux, des legal tech, qu'on veuille ou non, qui existent et qui font la concurrence aussi. Legal tech. Des technologies appliquées aux professions du droit. Voilà. Comment vous dites ça? Des legal tech. Legal tech. Voilà. Qui font de la concurrence aux avocats. Donc les ordres ne peuvent pas ne pas s'emparer de ce sujet. C'est pas possible. Vous voyez, c'est un peu comme les médecins. Vous pouvez dire, moi j'ai piqué une crise là récemment, enfin pour l'ophtalmo, parce que vous avez docto, je sais pas quoi, vous ne pouvez plus avoir téléphoné, prendre rendez-vous avec la secrétaire, demander un renseignement, on vous renvoie à un site, une adresse, des numéros, etc. Bon, il faut faire la part des choses. On est dans un monde qui évolue et on doit s'adapter pour ne pas disparaître tout en gardant notre âme et nos valeurs et notre éthique. Moi, ce qui me frappe, c'est que nos clients deviennent des consommateurs. Bon, je n'avais jamais vu, mon client n'est pas un consommateur. Or, on nous parle de médiation à la consommation pour des avocats. Nous, dans un domaine qui n'est pas pénal, on est maintenant en interférence, non pas avec le directeur juridique, mais avec le directeur des achats.
Moi, j'ai quand même répondu à une vente aux enchères d'honoraires d'avocat. Mais oui. Oui. Bon. Une vente aux enchères. Oui, une vente D'honoraires d'avocat. D'honoraires d'avocat. Donc vous vous connectez sur des plateformes, vous devez dire pour combien vous travaillez, puis après il y a des systèmes. Vous voyez, des ventes aux enchères, des enchères inversées. des enchères inversées. Dans Là, lequel je c'est suis perdue, hein. le moins disant l'emporte. Là, Le moi, moins cher. là, j'y comprends rien, je suis perdue. Vous avez aussi, alors nous, l'évolution de la société que l'on voit, et qui est différente de celle que vous avez vécue depuis 25-30 ans, c'est la disparition totale du tissu industriel en France. Oui, La disparition des entreprises, oui, le chômage de masse, oui. pour des sociétés qui étaient quand même des sociétés valables. Hein, bon. On voit aussi de plus en plus des sociétés qui ont un nom français. Récemment, mon associé s'est étonné que dans un dossier où j'avais le client en France, l'expert en France, le sinistre en France, etc., je sois obligée de travailler en anglais. Il me dit, mais pourquoi tu travailles en anglais dans ce dossier? Je dis, oui, mais sauf que la direction, elle est aux États-Unis. Donc elle veut que tout le monde travaille en anglais. Donc il y a un changement qui s'impose quand même, qui s'impose à nous. Je crois qu'on parle de professions différentes, hein, quand même. Oui. Oui. Moi, je suis un vieux dinosaure. Personnellement, je lâche rien sur ce que je suis et sur mes méthodes, mais je ne peux pas du tout m'adapter à ce que vous racontez là. Non, mais peut-être parce que le Non, procès non, pénal. non, c'est impossible. mais parce que aussi le procès criminel, pardon, le procès pénal est encore un monde qui reste préservé. relativement préservé par rapport à ce que subit le reste du barreau. Il faut qu'il le reste, oui. oui, parce que quand on voit par exemple que la visioconférence Ouais, commence à oui, s'imposer, c'est ça, d'accord. que petit à petit on sort l'humain justement Voilà. du domaine du procès, il faut résister. Voilà. Il faudrait que l'ordre aide à cette Mais résistance. il le fait quand même. Il le fait. Alors, je propose qu'on passe la parole aux confrères et aux consoeurs. Chacun choisit de s'appeler comme il veut. Ils sont autour de nous. Je vois qu'il y a des gens que vous citez dans votre livre très amicalement et très confraternellement qui se présentent, voilà, vous dites beaucoup de bien, et qui se reconnaîtront facilement. Voilà, donc la parole circule, mes amis, je vous en prie. Alors, Étienne Madrange, puisqu'il y a forcément une question, et toujours intéressante par ailleurs. Tu vois, j'arrive à te remettre dans le bon sens. Pour des questions, non, je ne partage pas tout, vraiment pas tout ce qu'a dit notre consoeur. Sur les chiffres, il n'y a pas 70 000 avocats, heureusement encore, on est 60 et quelques mille, vous le savez. En Israël, qui est un pays beaucoup plus petit, il y en a 70 000, ce qui veut dire qu'il y a des pays plus petits que la France qui ont plus d'avocats. Alors vous parliez du garde des Sceaux et tu posais une question intéressante, Emmanuel, sur, oui, finalement, si l'un ou l'autre était garde des Sceaux, qu'est-ce qu'on attend des gardes des Sceaux? Est-ce que vous savez que depuis la Révolution, il y a eu, parmi les gardes des Sceaux, 42 magistrats, 88 avocats et 6 universitaires. Et les 6 universitaires, ce sont les 6 derniers. Depuis Mme Alliot-Marie, Burgoas est universitaire, Mercier, Mme Belloubet est universitaire, et Bérou, qui restait très peu de temps, est universitaire. Vous savez. Donc, des universitaires, ceux-là même qui, par leur métier, sont dans la réflexion, et non pas effectivement dans la gestion immédiate que vous dénonciez un petit peu, cher consoeur, c'est-à-dire, voilà, si j'étais au pouvoir judiciaire, j'aurais un certain nombre de choses immédiates à faire, et notamment avec ça. Nous avons des universitaires, les 6 derniers ministres de la justice sont des universitaires. Et nous avons eu 88 avocats, et parmi ceux-ci, de très nombreux secrétaires de la conférence, et donc qui avaient l'intelligence, la science et l'éloquence, et qui donc est là pour convaincre, et dont les présidents du Conseil étaient eux-mêmes d'anciens secrétaires de la conférence. Presque tous les hommes publics de la 3e et de la 4e République, les Poincaré, les Ferry, les Ramadier, etc., étaient des avocats. Seul Clémenceau était médecin, fils de médecin, et Albert Lebrun était ingénieur des ponts. Donc, mais les autres étaient des avocats, si vous voulez. Alors, on peut s'en prendre peut-être qu'à nous-mêmes, dès lors qu'on n'arrive pas, nous, dans notre profession, au fil des décennies et des siècles, à faire avancer la justice. Mais le problème, il est où? Il est dans les moyens. Il est bien évident qu'à partir du moment où l'exécutif, car il a peur du judiciaire en permanence, l'exécutif, il n'aime pas le petit juge qui est susceptible de l'inculper. À partir du moment où le pouvoir exécutif de tout temps a maintenu le pouvoir judiciaire dans une pauvreté qui était absolument voulue, le reste c'est du roman. On peut avoir initié ici toutes les discussions que l'on veut, si on n'a pas les moyens, et quel que soit le niveau intellectuel ou la volonté politique, ou la volonté philosophique d'un garde des Sceaux, il n'y arrivera pas s'il n'y a pas de papier dans l'imprimante, si les toitures de la cour d'assises de Bobigny continuent à fuir puisqu'il est dans l'eau et que c'est un bateau qui prend l'eau, et il a toujours été depuis sa construction, j'y ai passé 12 ans. Donc voilà, le problème il est là. Donc, comme je ne veux pas non plus être trop long, Emmanuel, parce que je sais que tu vas reprendre, je voulais donner ces quelques éléments à la fois chiffrés et puis d'environnement.
Donc c'était pas une question, c'était une observation de Maître Mavrange. Des questions peut-être? Voilà. Oui, on a parlé des victimes tout à l'heure et du rôle des avocats, etc. Alors seriez-vous favorable, puisqu'on parle après tout des réformes éventuelles, à un système, je ne connais pas bien le système américain, mais je sais que les deux actions, l'action de réparation civile des victimes est totalement séparée du procès pénal. Est-ce que vous pensez que ce type d'organisation serait, à mon avis, très difficile à faire passer par le politique, mais parce que les victimes, elles veulent être au procès pénal, évidemment, mais est-ce que ça assainirait pas un peu moi, je serais favorable à ce que la plaignante, le plaignant, soit témoin dans le procès et explique ce qu'il a expliqué sur les faits. Mais qu'il n'y ait pas cet enjeu de la position de la victime dans le procès qui vient influencer terriblement. Et puis ensuite, effectivement, une responsabilité, une action en réparation dans le cas où la culpabilité serait avérée. Je pense que ça serait beaucoup plus sain. Tout à fait. Moi, je trouve que ce serait intéressant de sortir, en tout cas, cette question de la victimité, de la façon dont elle se passe aujourd'hui, de la sortir, de l'extraire du modèle pénal français, ça, oui. Alors, il y a plusieurs façons de le faire, mais, vous savez, moi, je pense quand même que le procès pénal, c'est quand même une question profondément politique, au sens large du terme, pas politicien. Donc, il faut bien évidemment qu'on pose les questions en ces termes. Pourquoi la victime est là, dans ce monde d'aujourd'hui, ici et maintenant. Là, j'entendais, quand on parlait de ces avocats qui étaient présents, pas la question des moyens, elle se pose. La question des moyens, elle se pose, mais il y a autre chose que les moyens. On parle de politique pénale, on parle de politique générale, ça veut dire qu'il y a quand même des impulsions qui pourraient être données. C'est vrai que je regrette finalement les avocats ne soient pas, même à la tête du ministère, n'ait pas eu donné toujours cette impulsion. Ça, je suis assez d'accord avec vous. On avait eu un avocat président de la République quand même. Oui, mais ça... Quelques-uns. Trois, il y en a, trois. Oui, non, mais récemment. Des questions sur la défense pénale, sur... voilà, oui, Marion. J'aimerais bien avoir votre avis par rapport au mot monstre, qui fait monstrer et puis qui fait montrer. Alors, est-ce qu'on pourrait pas se poser la question, qu'est-ce que ces gens qu'on appelle des monstres ont à nous montrer à nous? Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que c'est ça qui est important. Mais on a dit tout à l'heure qu'on les appelait monstres pour les sortir de la catégorie humaine et nous rassurer. Ben, ils nous montrent quoi? Ils nous montrent jusqu'où nous pouvons aller. Moi, je vous disais, je pense que beaucoup de femmes peuvent être des mères infanticides. J'aurais peut-être pu l'être, hein, j'en sais rien. Oui, donc ils nous montrent ils nous montrent en définitive ce qu'est l'être humain et jusqu'où l'être humain peut aller. Il faut renverser la question, à mon sens. Effectivement, ce que vous proposez, c'est d'inverser la question. Et je pense que ce serait ça de salutaire, de savoir ce qu'ils nous montrent. Ils nous montrent que nous sommes comme eux. Voilà. C'est ça, c'est ce qu'ils nous montrent que nous pouvons être. Voilà, ce que nous pouvons être. C'est cette proximité. Le problème, c'est que nous, ce que nous faisons, c'est que nous les montrons, c'est-à-dire nous les désignons. Et le geste de désigner, c'est le geste qui retranche de la collectivité humaine. Et en fait, c'est l'inverse qu'il faut faire. C'est de considérer que justement, on fait face par ceux qu'on appelle des monstres, qui ne sont absolument pas des monstres. On fait face à notre humanité, à notre réalité. Et un peu dans le prolongement de cette question, lorsque vous savez que la cause est perdue, quelle trame vous avez dans la tête pour défendre le monstre ou peut-être véritablement... Ben, déjà, il faudrait savoir ce que ça veut dire la cause et la cause perdue. Il n'y a aucune cause perdue. Non, mais la cause perdue, c'est l'objet du procès. Mais il faut se mettre d'accord sur ce qu'est l'objet du procès. Gagner, c'est quoi? Perdre, c'est quoi? Ça... On va dire, on va sauver quelqu'un qui ne puisse pas aller en prison. Non, ce qui est important, c'est le rôle que nous avons, nous, dans le procès. Le rôle qu'a l'avocat dans le procès et ce à quoi sert le procès. Le procès, c'est pas que les gens soient a priori déclarés innocents lorsqu'ils ne le sont pas. Moi, c'est pas ma conception. C'est ce qu'on croit. Le procès, par exemple, quand les faits sont reconnus, l'enjeu reste considérable quand même. Donc, est-ce que c'est la société qui rentre dans le prétoire ou est-ce que c'est la décision du prétoire qui fait avancer la société? Moi, j'ai toujours pensé que les décisions qui étaient prises étaient influencées par l'extérieur, mais rejaillissaient sur l'extérieur. Donc, c'est un peu ça notre rôle. Comment défendre? Quels sont les arguments après tant d'années d'expérience?
peut-être une logique, un système dans la tête. Non, j'ai pas de système, c'est au cas par cas. Non, mais la grande leçon du livre de Françoise Cottard, pour l'avoir lu longuement et annoté, c'est effectivement de dire que l'avocat pénaliste ne cherche pas à obtenir l'acquittement. Voilà, l'avocat pénaliste, il est là à la limite pour essayer de faire avancer les choses dans la compréhension d'une chose. Il n'est pas là pour faire acquitter à tout prix. Mais c'est là-dessus qu'il faut être clair, sur le rôle que nous avons, nous, dans le procès. Évidemment, si vous pensez que vous rentrez et vous allez faire acquitter, eh ben vous perdez souvent, hein, très très souvent. On est des grands perdants. Si vous pensez qu'on peut concourir à un procès propre en mettant en lumière un certain nombre de choses et en les faisant traiter comme on estime qu'elles doivent être traitées, vous gagnez souvent. Mais c'est à vous de savoir ce que vous cherchez. En fait, l'avocat, il doit être clair là-dessus, sur son propre rôle. Non, mais l'avocat doit être clair sur ce qu'il cherche dans le procès, sur le rôle qui est le sien. C'est-à-dire une espèce de prise de conscience par l'auteur des faits qu'il a commis. Aussi, je pense. Mais ça, c'est très personnel. Vous avez des avocats qui considèrent que ça, c'est du pipi de chat, vous voyez. Moi, je pense que c'est fondamental. Mais la peine ne sera pas vécue de la même manière s'il y a une compréhension de ce qui s'est passé, de ce qui s'est passé, et de l'adéquation de la peine à ce qui s'est passé ne sera pas vécue peut-être de la même manière, d'où votre rôle. Mais travailler proprement, c'est aider aussi à ce que la personne comprenne où elle en est. Oui, c'est ça. Mais ça dépend. Moi, je pense que quand on travaille proprement, la partie civile vient vous serrer la main à la fin. Vous voyez ? Elle est devenue victime et elle vient serrer la main de l'avocat de la défense. Ça veut dire que le boulot a été bien fait. Et si celui qui est dans le box accepte d'une certaine façon sa condamnation, c'est bien fait aussi. Et moi, j'ai vu des parties civiles venir serrer la main ou venir s'inquiéter du sort de l'accusé. C'est un peu ça, quoi. Alors, ça fait un peu pièce de théâtre. Mais c'est un peu ça. Ça, c'est du boulot propre. Moi, je pense que défendre, je suis tout à fait d'accord, et c'est vrai que ça, les gens ne l'imaginent pas. Je pense que défendre avec tous les moyens, c'est-à-dire vraiment défendre en essayant de faire comprendre, d'essayer de faire accéder à la réalité de quelqu'un, c'est vraiment faire aussi le jeu de la partie civile, en tout cas, c'est aussi l'aider elle, c'est-à-dire ça fait partie d'un geste, c'est pour ça que je comprends qu'effectivement cette idée que la partie civile vienne serrer la main, je pense que c'est aussi pour elle qu'on se bat, c'est-à-dire se battre pour un accusé, c'est démonter l'histoire, démonter, faire comprendre quelque chose, accéder à la compréhension, ça sert la partie civile, à mon sens, elle attend ça aussi. Mais il y a quand même des avocats qui font un très sale boulot. Oui. Quand vous voyez des avocats qui, pendant des audiences entières, expliquent aux victimes qu'elles sont foutues, qu'elles ne se reconstruiront jamais, que le viol les a anéanties, je trouve que c'est pas terrible, quoi. C'est pas très... Mais ça aussi, c'est un enjeu politique général de considérer qu'il n'y a que le procès qui... Et c'est à nous, avocats, de leur expliquer, mais non, vous allez vous en sortir, vous devez vous en sortir. C'est quand même le monde à l'envers. Et ça, on le voit très très souvent. Très très souvent. Absolument. Il y avait une question ici, puis une après. Oui, dans votre rôle d'avocat pénaliste, vous est-il arrivé, et pourquoi, en dehors de problèmes matériels, de refuser une défense d'un coupable, enfin, là, moi, j'avais. Jamais. C'est ça que je voulais savoir. Est-ce qu'il y avait des cas où... Non, ça, jamais si je suis libre de le défendre comme je l'entends. Oui, voilà. On peut tout défendre si on est libre. Parce qu'on peut parfois être dans des positions un petit peu paradoxales. Mais moi, si je suis libre de défendre, je peux défendre n'importe qui. Et je ne vous ai jamais arrivé de dire non. Non. Intéressant. Une interrogation pour Maître Cottard, en jargonnant un peu statistique, est-ce que vous considérez, Maître, que la cohorte des femmes a une dispersion beaucoup plus grande que celle des hommes? Parce que vous dites à la fois que vous pensez que les femmes sont supérieures aux hommes en général, et que toute femme, et en fait sans doute toute mère, peut être infanticide, et sous-entendu infanticide de sa propre progéniture. Oui, je pense. Donc à la fois les femmes sont supérieures aux hommes et susceptibles de commettre des infanticides de leur progéniture. Alors est-ce que c'est des extrêmes dont vous parlez ou est-ce que... Je pense que toutes les femmes ne sont pas des femmes infanticides, comme tous les hommes ne sont pas des violeurs, vous voyez. C'est à peu près la même chose. Donc les extrêmes sont plus écartés, sont plus éloignés de la... Je comprends mal votre question, mais je ne suis pas en train de vous dire que dans cette salle, toutes les femmes ici sont des femmes infanticides.
je pense que les femmes peuvent à un moment donné comprendre pourquoi il y a des mères infanticides. Parfait. Je ne pense pas que tous les hommes soient des violeurs en puissance, vous voyez. Laurence Crière, nouvellement membre du Conseil de l'Ordre. J'avais juste une observation au propos relation et lien entre la victime et l'auteur. Nous sommes dans un courant qui met en avant aujourd'hui la justice restaurative, ça procède de la loi d'Opéra 2014. Vous est-il arrivé d'avoir dans votre clientèle des personnes, des auteurs, même des personnes dont la responsabilité pénale avait été reconnue, désireux de se rapprocher de la victime? Et vous est-il arrivé de demander une suspension du dossier, du procès, c'est-à-dire de non prononcer de la peine, dans l'attente justement de la restauration du lien, dans l'attente de ce travail de restauration qui est finalement à l'heure du temps aujourd'hui, cette fameuse justice restaurative? Avez-vous eu l'occasion de mettre en pratique cette justice restaurative? Dans les salles d'audience, c'est compliqué, c'est un peu tard. Oui. Non, mais... Chut, pas tout le monde en même temps, n'essaie de notre part. L'ajournement du prononcé avec justement l'instauration d'un travail de restauration, victime, auteur, et avez-vous des auteurs désireux de rencontrer leurs victimes? Et j'ai eu des victimes désireuses de rencontrer les auteurs, ça plus souvent d'ailleurs. Et qu'aujourd'hui, à mon sens, on a une place à prendre, parce que j'ai entendu beaucoup vos échanges sur effectivement ce travail de lien entre la victime et l'auteur. Est-ce qu'on n'a pas une place à prendre, nous, avocats pénalistes, au stade du prononcé de la responsabilité pénale, de dire stop, il y a ce fameux créneau de la justice restaurative, travaillons là-dessus. Je ne pense pas que ce soit notre rôle de se présenter a priori comme médiateur de la restauration, non, je ne pense pas. Je pense que ça ne doit pas venir de nous, c'est quelque chose qui ne s'impose pas. Je pense que s'il y a un réel souci, un réel désir de la part de l'auteur ou de la part de la victime de se rapprocher, à ce moment-là, on peut intervenir. Et on ne doit pas rechercher ça a priori. Je ne pense pas que ce soit notre travail. Ça peut être aussi le travail de restauration. Ça peut être aussi un travail de reconstruction, soit des victimes, soit des auteurs. Mais il faut arrêter de voir le procès a priori comme a priori restauration. Le procès, ça n'est pas la restauration. Non, ça peut l'être, mais ça n'est pas que ça. C'est pas que la restauration, mais on parle justement de lutte contre la récidive. Ce travail de lutte contre la récidive englobe aussi un travail d'analyse, un travail de travail sur soi, et qui englobe, à mon sens, ce travail de restauration, qui est multiple, de multiples facettes. Mais encore faudrait-il que l'institution judiciaire... Moi, je trouve ça intéressant, le thème. La question, c'est encore faut-il que l'institution judiciaire et que l'opinion publique participe. Pour moi, c'est pas du tout dans l'air du temps. C'est à contre-courant. Et je trouve ça bien que l'idée soit à contre-courant, qu'il puisse y avoir un rapprochement. Ce qui est dans l'air du temps, à mon sens, c'est la division. C'est la division permanente, l'incapacité définitive dans l'opinion publique de lien entre la victime. On empêche ça. J'aimerais bien que ce soit moins fort. Ce serait intéressant d'y réfléchir. Je trouve que l'idée est intéressante, mais je ne pense pas que ce soit l'air du temps, malheureusement. Mes amis, comme le débat est passionnant, il pourrait continuer encore un peu. Alors je vous propose que vous le poursuiviez tout à l'heure en allant acheter, leur faire signer les livres à nos deux auteurs, à mes deux invités, à deux de mes trois invités. Je voudrais d'abord infiniment les remercier, aussi bien Françoise Cotta que Thierry Ilouz, de s'être prêtés au jeu de cette audition contradictoire qui n'était pas vraiment violente, dans laquelle les choses sont très confraternelles. Je voudrais remercier beaucoup Françoise Equet d'être venue avec un bras cassé et je ne sais pas combien de maladies, nous parler de Doctissimo, mais de beaucoup d'autres choses extrêmement intéressantes. Je veux remercier la Société des Amis du Musée du Barreau qui nous aide à beaucoup de choses. Les membres du Conseil de l'Ordre, notamment Laurence Krief, qui est venue, qui a l'air de s'enfuir. Non, elle va chercher un livre. Tout va bien. Et les anciens membres du Conseil de l'Ordre, notre partenaire, la librairie La Petite Égypte, qui nous aide ici à proposer plutôt de nombreux livres de confrères et d'amis et de membres de la presse judiciaire. Deux mots enfin pour vous dire, d'abord que c'est éligible à la formation continue, ce qui n'est jamais désagréable que de venir écouter de grands avocats parler. Vous gagnez 2 heures de formation continue, donc je trouve ça bien. Voilà, il n'y a pas que des applications. Oui, bien sûr. Il n'y a pas que du numérique et des choses sur la TVA et des assurances proposées par l'Ordre des avocats. Voilà, que cette maison abrite une petite partie de formation continue. Vous dire que la prochaine audition du Musée du Barreau, ça sera le 13 mai avec nos confrères ou consoeurs, comme vous voudrez, Élise Arfi, qui vient de sortir un livre dans lequel elle raconte comment notamment on défend les pirates somaliens. Ah oui. Voilà, cas de figure intéressant avec
des difficultés de communication quand même assez complexes hein, entre l'avocat et son client. Voilà, c'était dans le dossier. Il y a Fabrice Epstein, qui a été secrétaire de la conférence, mais surtout qui s'est retrouvé à défendre les génocidaires dans les procès au Rwanda, chose dont on parle évidemment de façon très importante et légitime ces jours-ci, mais toujours. Et puis notre consoeur Fabienne Roy-Dancion, qui a également publié un livre sur la défense des plus exclus et des plus démunis. Voilà, 3 avocats engagés à des titres divers que vous pourrez entendre le 13 mai. Enfin, pour ceux qui ne seraient jamais venus dans cette maison, je vous invite évidemment à en voir ces collections qui sont visitables pendant quelques minutes avant que nous le fermions tout à l'heure, une fois les stocks de livres épuisés. Pour mémoire, nos amis vont aller signer la partie du Moyen-Âge. Je les renvoie dans la partie originelle de la justice. Ce musée est placé chronologiquement, il se termine quelque part avec l'horrible Maurice Papon, on va le dire comme ça, parce qu'on peut se le permettre, par ici. Et enfin, pour ceux qui ne sont vraiment jamais venus, je vous invite également à monter jusqu'au premier étage de cette maison pour regarder l'escalier et la perspective magnifique qui nous a valu à cet hôtel de la Porte d'être classé à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Je vous remercie tous, très bonne soirée.